La première division de cavalerie aéroportée a été activée en juillet 1965 à Fort Benning, en Géorgie, donnant à l'armée 5 types de divisions de combat. Infanterie, blindée, mécanisée, aéroportée et désormais aéroportée mobile. En septembre 1965, la première division de cavalerie aéroportée mobile a été déployée au Vietnam. Pour citer Robert S. McNamara, secrétaire à la Défense, l'introduction de la mobilité aérienne augmentera considérablement la capacité de l'armée à faire face à toutes sortes de menaces. Elle place l'armée au seuil d'une approche entièrement nouvelle de la conduite des batailles terrestres. La désignation aéromobile exprime la capacité de se déplacer par voie aérienne et c'est ce qui distingue cette division, avec un degré de mobilité aérienne supérieur à tout autre. Beaucoup de ces hommes de la première cavalerie aéromobile sont les mêmes qui ont participé au développement des techniques d'une division aéromobile. En testant les concepts de mobilité aérienne, ils étaient en somme membres de la 11e division d'assaut aérien et de la 2e division d'infanterie, le dernier test auquel ils ont participé et qui a prouvé que la mobilité aérienne à l'échelle d'une division était praticable a eu lieu dans la zone de manœuvre de la Caroline en novembre 1964. Le centre d'opération tactique est le cœur de la capacité de commandement et de contrôle de la division. Le rythme et les grandes distances caractéristiques des opérations aéroportées exigent une communication flexible et continue avec les unités de combat en mouvement rapide. Cela entraîne une forte dépendance à la radio vocale pour les communications. Pour garder un contrôle strict, les commandants et états-majors se déplacent avec leurs troupes et communiquent avec elles. Un centre d'opération aérienne permet à un commandant d'accompagner ses unités au cœur de la bataille. Les unités tactiques aéroportées utilisent surtout la radio vocale pour communiquer, mais des radiotélétypes légers et transportables servent aux échanges entre la division et ses principaux éléments subordonnés. Ici, le groupe d'aviation répond immédiatement à toute demande de surveillance aérienne. La surveillance aérienne sert à identifier, localiser et signaler les cibles ennemies dans la zone d'opération de la division. La dispersion accrue et la mobilité d'une division aéroportée augmentent le besoin de renseignements opportuns et précis. Pour produire ces renseignements, le groupe d'aviation s'appuie surtout sur l'acquisition visuelle et photographique des cibles. Divers Mohawks, cependant, sont également équipés de radars aéroportés à balayage latéral, d'unités stroboscopiques pour la photographie de nuit et de dispositifs infrarouges. La majorité des missions effectuées sont des recherches spécifiques, par exemple pour reconnaître une zone particulière à la recherche de sites de missiles ennemis présumés. Mission accomplie, le Mohawk retourne à la base avec des photos cruciales bientôt disponibles pour le quartier général. Pendant le développement du film, le pilote est débriefé pour recueillir des informations supplémentaires sur les activités ennemies observées. Au sein de la division, des experts en interprétation d'images identifient l'emplacement et la nature des positions ennemies. Une autre capacité majeure de renseignement des divisions aéroportées, utilisée du bataillon à la division, est la détection visuelle des mouvements ennemis.
Les patrouilles de reconnaissance qui ont franchi les lignes ennemies et atterri en hélicoptère apportent également des renseignements importants sur les activités ennemies. La surveillance peut également être effectuée lors d'opérations de nuit et pendant les périodes de faible visibilité. Le service météorologique est habituellement assuré aux unités aéroportées par l'armée de l'air, selon les procédures communes. Des prévisions à 24 et 72 heures sont diffusées plusieurs fois par jour aux éléments subordonnés de la région. Ces prévisions et les observations locales de la division sont incluses dans les résumés de renseignements transmis à l'état-major 4 fois par jour. En condition de vol aux instruments, le contrôle aérien assure assistance en route, navigation et régulation, 24 heures sur 24. Comme pour toute division, le commandant est responsable de la bonne utilisation de son espace aérien, mais avec les unités aéromobiles, la coordination devient plus exigeante. Les mouvements des formations d'hélicoptères et des avions de surveillance à l'intérieur de la zone de combat sont planifiés par les états-majors individuels et par les centres d'opération tactiques. Les dispositifs de guidage vont du radar au feu de point d'atterrissage, aux panneaux placés par les éclaireurs et les communications radio. Tous ces dispositifs peuvent servir dans une zone avancée improvisée, comme cette aire de ravitaillement pour hélicoptères, où la circulation, même brève, reste très intense. Les éléments de l'armée de l'air coordonnent le mouvement de leurs appareils de soutien dans les couloirs de l'espace aérien contrôlés par l'armée. Les tests montrent que les systèmes de régulation du trafic aérien de l'armée sont fiables, pratiques, capables de gérer un grand nombre d'appareils et compatibles avec les autres services. Nous sommes maintenant à Gihon, les plans sont établis et les ordres donnés. Le commandant d'un bataillon d'hélicoptères aéroportés finalise la coordination et transmet les instructions à son état-major et au chef de compagnie. À leur tour, ils informent leur chef de section et les pilotes et élaborent les derniers plans pour l'attaque à l'approche de l'heure HR. Les détails sont vérifiés ici et par chaque commandant d'unité dans toute la division. Cette opération déplacera 2 brigades de 3 bataillons, chacune sur plus de 160 km, afin de s'emparer de têtes de pont à 90 km derrière les lignes ennemies. Pendant cet exercice d'essai, les troupes de la 82e division aéroportée représentaient en l'ennemi. Assaut du jour J. Les hélicoptères rejoignent leur zone de ramassage prédéfinie. Les troupes embarquent et en moins d'1 heure, elles seront sur leurs objectifs. Perturber les lignes d'approvisionnement et de communication ennemies et fermer ces routes d'évasion. Nous avons vu que la division aéroportée possède d'excellentes capacités en matière de renseignement et de contrôle, 2 ingrédients essentiels pour réussir sur le champ de bataille. Maintenant, examinons la capacité qui est exprimée dans son nom, la mobilité aérienne. Grâce à ses propres aéronefs, la division aéroportée transporte simultanément un tiers de ses éléments d'assaut, lui assurant une mobilité inégalée.
Lorsque les aéronefs de l'armée sont renforcés par ceux de l'armée de l'air et que des techniques aéroportées sont utilisées pour placer les unités d'assaut sur l'objectif, cette capacité est considérablement accrue. Ces différents moyens de mobilité sont les caractéristiques distinctives des unités aéroportées. Une fois sur l'objectif, leur mission est à la même que celle de toute unité de combat, engager et détruire l'ennemi. L'épine dorsale de l'artillerie terrestre de la division est assurée par 3 bataillons de canons de 105 mm. L'obusier léger est transporté en élingue par des hélicoptères UH-1D, surnommés familièrement UE ou chargés en interne dans des cargos hélicoptères 47 Chinook. Les obusiers remplissent des rôles comparables à toute division. Le déplacement de l'artillerie peut précéder, suivre ou accompagner le corps principal de la force soutenue. Pour des tirs de suppression proches de l'élément de manœuvre, l'artillerie de roquettes aériennes est très mobile. Armés de roquettes de 2,75 pouces, ces hélicoptères offrent un appui-feu efficace. Avec des plafonds de 300 pieds et une visibilité d'un demi-mile, ils assurent également un appui-feu facilement disponible. Lorsque l'artillerie au sol est déplacée, le déplacement des unités d'artillerie au sol est rapide. Les armes étant rarement hors service pendant plus de 28 minutes, le déplacement nocturne préplanifié des batteries d'artillerie, lorsqu'il est soutenu par des éclaireurs, peut être effectué aussi bien et aussi rapidement que pendant la journée. Grâce à cette mobilité, les bataillons d'obusiers sont capables de fournir un appui-feu continu aux brigades soutenues pendant que les tirs d'appui préparent les objectifs. La protection des colonnes de troupes en route est assurée par les hélicoptères armés des compagnies d'armes aériennes qui précèdent les véhicules de transport de troupes. Les aéronefs d'escorte neutralisent les armes anti-aériennes ennemies, attirent les tirs loin des hélicoptères et détournent la force principale des positions ennemies très défendues. L'expérience acquise au Vietnam a atténué l'inquiétude initiale sur la vulnérabilité des formations d'hélicoptères au feu venant du sol. Le temps d'exposition des formations d'hélicoptères est considérablement réduit grâce à l'altitude et aux itinéraires d'approche empruntés. La technique du vol rasant, qui consiste à survoler à quelques mètres au-dessus ou derrière des arbres, ne laisse à l'ennemi que quelques secondes pour réagir avant la disparition de l'appareil. Cette même technique rend également la détection des formations d'hélicoptères par des avions à haute performance extrêmement difficile. Des tests ont montré qu'une formation moyenne ne peut être entendue que 32 secondes avant d'apparaître à la vue, et qu'elle n'est visible que 50 secondes avant l'atterrissage. Entre 35 et 80 secondes après l'atterrissage, le dernier appareil quitte la zone. De plus, les niveaux de bruit normaux associés aux unités de combat, en particulier les blindés, limitent la capacité de l'ennemi à entendre l'approche des avions. Cependant, dans un certain sens, l'exposition des formations d'hélicoptères peut même devenir un atout. Un ennemi, entendant des hélicoptères ou voyant des débarquements simulés de troupes en divers endroits, ne peut savoir où est la force principale. Sans envoyer de patrouille, il doit fragmenter son unité pour se préparer à toutes les éventualités. Cette capacité de tromperie et de surprise peut être pleinement exploitée lors des opérations de combat. Les hélicoptères armés escortant les transports de troupes perturbent les défenses ennemies et désorganisent leurs forces jusqu'à l'arrivée des transporteurs sur l'objectif. Comme les opérations aéromobiles emmènent fréquemment les unités au-delà de la portée de l'artillerie principale, l'armée de l'air doit fournir un appui aérien rapproché plus important.
Seulement 40 minutes après le décollage, les premiers éléments d'infanterie arrivent pour sécuriser les objectifs derrière les lignes ennemies. À mesure que l'attaque de la brigade prend de l'élan, d'autres unités arrivent en renfort et pour s'emparer d'autres objectifs. La polyvalence des unités aérotransportées est accrue par leur capacité aéroportée, un autre moyen efficace de déployer de nombreux soldats sur l'objectif. Après l'assaut initial, les hélicoptères sont redistribués aux unités débarquées et parachutées afin d'accroître leur mobilité. Un terrain interdisant l'atterrissage n'est pas un obstacle pour les troupes aérotransportées. L'infanterie peut descendre en rappel dans des zones inaccessibles pour prendre des installations clés, tandis que les ingénieurs peuvent rapidement rendre une hélisurface opérationnelle. Depuis les zones d'atterrissage, les unités se déplacent rapidement pour se cacher, puis s'emparer des objectifs. Au sol, les unités aéromobiles restent plus mobiles que les autres fantassins. Elles peuvent laisser beaucoup de matériel, assurer qu'il sera livré rapidement si besoin. Ainsi, les unités aéromobiles, non encombrées, opèrent à travers la campagne sans dépendre des réseaux routiers. À l'inverse de Pedule Prancidara, Kadestechipa'ar, de petits groupes peuvent installer des barrages routiers et, avec l'appui de tirs aériens de suppression, obliger les unités ennemies à quitter les routes. La mobilité tactique est encore renforcée par la disponibilité immédiate d'hélicoptères sur appel pour extraire et redéployer les unités. Quel que soit le moyen de transport, les troupes aéromobiles ont l'avantage distinct de frapper l'objectif quelques minutes seulement après le décollage. N'étant pas fatiguées par une longue marche au sol ou une progression chronophage, elles arrivent fraîches et prêtes à engager l'ennemi. Une contre-attaque menée par des unités blindées ou des groupes interarmes constitue l'une des menaces les plus sérieuses pour les unités aéromobiles qui ont renoncé aux blindés et aux armes anti-chars lourdes au profit d'une mobilité accrue. Cependant, les unités aéromobiles gardent des défenses anti-chars efficaces. Les armes organiques, comme le lance-roquettes anti-chars léger ou le canon sans recul de 90 mm soutiennent la création rapide d'obstacles anti-chars. Plus important encore, les ponts ou les passages sur des obstacles naturels, comme les rivières, peuvent être saisis et détruits par les unités aéromobiles. Éliminer les voies d'attaque ou de repli de l'ennemi. Les unités aéromobiles, qui ne dépendent pas de ces points de passage, peuvent alors poursuivre leur attaque contre un ennemi contraint qui peut être acculé contre les obstacles naturels. Une capacité anti-char supplémentaire est assurée par l'efficacité de la cavalerie aérienne à localiser et signaler les menaces potentielles des blindés ennemis. Ceci, associé au temps de réaction rapide des hélicoptères armés, permet généralement l'emploi d'armes anti-chars aériennes contre les colonnes de chars ennemis avant qu'elles n'atteignent les forces terrestres aéromobiles. Les armes anti-chars aériennes comme le missile SS-11, capable de percer tous les chars ennemis connus, protègent efficacement les unités aéromobiles contre les blindés ennemis. Une fois un objectif atteint, il s'ensuit la tâche tout aussi importante de tenir cet objectif. Cela signifie maintenir des opérations sur une période prolongée en territoire hostile, sans réduction inacceptable de la manœuvre, de la puissance de feu et du soutien logistique. Des fonctions aussi routinières que l'évacuation des prisonniers de guerre et du personnel blessé deviennent particulièrement cruciales avec les unités aéroportées. La capacité des hélicoptères est limitée, et un grand nombre d'évacués, avec la conséquence d'une diversion de main-d'œuvre et d'appareils d'autres fonctions, pourrait avoir de graves répercussions. La question est largement résolue en évacuant rapidement les personnes par hélicoptère vers des centres. À partir de là, ils sont rapatriés par des avions de soutien revenant à vide de missions de ravitaillement.
Des opérations soutenues en territoire hostile exigent également une sécurité adéquate des bases avancées contre les attaques terrestres ennemies. Le grand nombre d'avions dans les zones de rassemblement et près des postes de commandement rend leur détection depuis les airs probable. Alors que les techniques aéromobiles utilisent un minimum de force de sécurité au sol, elles mettent l'accent sur des mesures passives telles que la dispersion des aéronefs et la dissimulation des postes de commandement. Elles dépendent aussi de renseignements précis et de la rapidité de redéploiement des forces en alerte pour renforcer une base attaquée. Peut-être qu'aucune mission au sein d'une division aéromobile n'est plus cruciale pour assurer le succès à long terme qu'un ravitaillement adéquat. Toutes les fournitures proviennent de l'extérieur de la division et sont gérées par un commandement logistique. Après réception par la division aéromobile, le commandement de soutien les redistribue en interne. Le centre de contrôle détermine où la cargaison entrante est la plus urgente et lorsque le pilote en route appelle, il est détourné vers ce site. Les besoins en vol sont une préoccupation majeure pour une division qui se déplace rapidement sur de longues distances et par voie aérienne. Le ravitaillement doit être rapide et abondant. Ce réservoir de carburant en caoutchouc de 500 gallons facilite cette tâche. Ces fûts peuvent être transportés par des hélicoptères ou tirés derrière des véhicules légers sur un terrain accidenté. Les défis du ravitaillement sont amplifiés dans une division aéroportée par la nécessité de maintenir des stocks minimaux en zones avancées. Les unités aéroportées doivent voyager légers et ne peuvent pas être encombrées de fournitures dépassant leurs besoins immédiats. Pour faire face à ce problème, de petites charges mixtes de fournitures sont préparées, prépalettisées et codées afin de répondre aux besoins prévus des unités tactiques spécifiques. De plus, les fournitures sont acheminées directement à l'unité utilisatrice chaque fois que possible afin de réduire le temps et la main-d'œuvre. Des zones de ravitaillement en carburant sont établies en même temps que les attaques aéroportées et à une courte distance de vol des objectifs. Avec cette combinaison de coordination et de mobilité, une clairière stérile dans les bois est transformée en moins d'une heure en un véritable centre d'activité. Alors que les hélicoptères, qui viennent de déposer des troupes de combat sur les objectifs, se précipitent pour se ravitailler puis attendent dans les zones de rassemblement pour être redéployés. Les rations nécessaires dans une division aéroportée sont équivalentes à celles des unités classiques, mais doivent être assurées. Néanmoins, les hélicoptères ainsi que les véhicules terrestres organiques sont utilisés pour distribuer les rations vers et à l'intérieur des zones avancées. Des unités de purification réduites, rapidement installées et facilement transportables par voie aérienne, assurent un approvisionnement abondant en eau potable à partir de sources locales. Ces sacs légers sont un article non standard utilisé par les unités aéroportées. Dans chaque division, systèmes et fonctions dépendent les uns des autres pour réussir. La puissance de feu a peu d'importance sans renseignement, la mobilité a peu de conséquences sans communication, et tous ces systèmes se détérioreront rapidement sans procédure d'entretien appropriée.
Les problèmes habituels liés à la maintenance des aéronefs deviennent des catastrophes potentielles pour une unité qui doit utiliser intensivement un grand nombre de types d'aéronefs différents. Pour résoudre ces problèmes, les principes de maintenance de base de l'armée ont été adaptés à la division aéroportée. Les compétences en maintenance des aéronefs au niveau organisationnel ont été renforcées. La réparation sur site et le réapprovisionnement rapide en pièces sont valorisés organisationnellement. La maintenance des aéronefs est limitée aux réparations pouvant être effectuées en moins de 4 heures. La maintenance de soutien direct est assurée par les compagnies de maintenance aéronautique organique à la division, soit dans les zones avancées, soit à la base de la division. La maintenance de soutien direct est limitée aux réparations pouvant être effectuées en 72 heures. Même avec des compétences équivalentes dans toute la division, rien ne garantit que le travail sera fait dans les délais. La nature de la maintenance devient le facteur déterminant. Un bataillon de maintenance et de ravitaillement de soutien général non organique assure la maintenance de niveau supérieur. Le concept d'aéromobilité a été prouvé lors des essais. Maintenant au Vietnam, il est prouvé en combat dans des situations tactiques. Les capacités distinctives de la division aéromobile sont dues principalement à sa plus grande puissance en aéronefs organiques. D'autres divisions, à des degrés divers, peuvent être déplacées par voie aérienne. La division aéromobile, plus que toute autre, peut également se déplacer elle-même par voie aérienne. C'est ce qui permet à la division aéromobile de se déplacer rapidement et directement vers des zones d'objectifs clés, quel que soit le type de terrain, et de déposer ses soldats frais et prêts pour le combat immédiat. Pour maintenir des opérations à un rythme rapide et à haute intensité, et réagir rapidement au changement de la situation tactique afin de se soutenir logiquement dans la zone de la division grâce à ses propres aéronefs. Pour opérer dans les zones ennemies, en utilisant uniquement le flanc vertical de l'ennemi pour entrer et sortir, et pour exploiter rapidement toute opportunité offerte par l'ennemi, ainsi que tout avantage obtenu par d'autres forces alliées. Ces capacités seraient très appréciées dans tout type de guerre terrestre. Elles sont particulièrement recherchées pour les opérations contre les forces de guérilla, y compris les unités militaires conventionnelles qui utilisent des méthodes de guérilla. C'est pourquoi la première division de cavalerie aéroportée a été déployée au Sud-Vietnam peu de temps après son activation. Merci d'avoir regardé. Pour soutenir la création de contenus historiques passionnants, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.